Ils viennent des quatre coins d'Europe et c'est au Fort Antoine qu'ils se retrouvent pour la cérémonie de clôture du 3e Euro Mini Jam. Pour se dire non pas un adieu, mais un au revoir. La soirée débute dans la joie avec un spectacle donné par deux danseuses du groupe La Palladienne. Cette année, l'Euro Mini Jam a réuni 120 jeunes âgés de 12 à 15 ans de 7 pays différents. Chypre, les îles Féroé, le Liechtenstein, le Monténégro, Gibraltar, l'Islande et Monaco. Pendant 5 jours, les guides et scouts ont découvert les principaux établissements culturels de la principauté, ainsi que les traditions et spécialités de chaque pays, sous le signe de la paix et de la fraternité. C'est les yeux des enfants, les sourires, les moments où ils ont eu un immense plaisir. Ça, c'est toute la récompense qu'on veut. Nous l'avons fait pour ça et c'est fabuleux. Ils s'apprennent à se connaître en faisant des activités ensemble avec ces équipes internationales. On a vu au fur et à mesure que la semaine a avancé, vers mercredi, ils commençaient à se mélanger entre pays. Il y avait des amitiés qui se faisaient, des petites amourettes. C'est ça. Et ils auront des amis là pour toujours dans d'autres pays. Maintenant, ils ne sont plus que les nôtres que sur Monaco, les autres sur Islande. Ils ont des amis à l'international. L'un des temps forts de la cérémonie est lorsque chaque pays raconte Monaco. Tous sont unanimes pour dire que Monaco est un très beau pays. Mais certains le racontent de façon originale. C'est le cas du Liechtenstein qui a mimé avoir aimé la plage, les activités proposées au cours de ces 5 jours, les montagnes ou encore le prince. Tout au long de leur séjour, les guides et scouts ont échangé, partagé et joué. Chasse au trésor dans les rues, randonnée, rafting ou encore voile. Un moment exceptionnel à l'occasion de ce rassemblement dont les valeurs sont le respect, le vivre ensemble et l'entraide. Moi je retiens déjà que nous, on a fait un super boulot, on s'est super amusé, on a rencontré des gens, il y a une très très bonne ambiance et c'était vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que tu as appris des autres pays par exemple ? Alors on a eu une soirée spécialement pour ça, on a appris leur nourriture, qu'est-ce qu'ils mangeaient, tout ça, et puis leur tradition, leurs chemises parce qu'ils ne sont pas les mêmes que nous, et leur tradition dans le scoutisme, et c'est très important pour moi. Autre temps fort, l'annonce des pays qui accueilleront les 4e et 5e Euro Mini Jam. En 2018, ce sera les îles Féroé et en 2021, Gibraltar. Monaco remet le drapeau officiel aux îles Féroé qui accueilleront donc la prochaine édition. La soirée se termine par un concert avant que les guides et scouts ne rentrent chez eux avec des souvenirs inoubliables et une nouvelle expérience du scoutisme. Now I'm trying to get by before the cool down run out. Now I've been giving my best. There's nothing gonna stop me but divine convention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. Engagé dans le tour préliminaire de la Coupe d'Europe des clubs, Monaco se qualifie pour les phases finales en terminant premier de son groupe devant la Belgique. Phases finales qui se dérouleront en décembre prochain en Suède, en compagnie de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse. Ce tour préliminaire de la Coupe d'Europe s'est déroulé pendant 3 jours au Boulodrome de Monaco. 8 nations étaient présentes, la Slovénie, l'Ukraine, le Pays de Galles, la Belgique, l'Allemagne et donc Monaco. Et force est de constater que les Monégasques ont assuré leur statut de favoris. Ils ont remporté tous leurs matchs. On a tout simplement conscience de notre potentiel. On a fait un travail depuis 8 ans qui est considérable. Un travail qui est basé sur l'équipe, sur l'esprit du club et ça porte ses fruits. Même si intrinsèquement chaque joueur peut être des fois inférieur aux très grandes nations comme l'Italie ou la France, il nous arrive quand même de les battre de temps en temps. C'est pas systématique, mais on est craint. Dans ce tour préliminaire, tout le monde doit s'affronter. Au menu, 5 rencontres. Chaque match se déroule en 5 parties avec 3 doublettes et 2 triplettes. Pour chaque équipe, 8 joueurs sont inscrits sur la feuille de match
6 hommes et 2 femmes. Après chaque rencontre, Marc Costa, le président du club, s'isole avec ses joueurs pour faire un débriefing et choisir ses compositions d'équipe au gré de l'adversité. Car pendant 3 jours, le niveau est très relevé. Les boules rentrent, tête le cochonnet et les carreaux s'enchaînent. Ça se joue toujours sur des détails et beaucoup sur la psychologie. Parce que des fois, on arrive, comme vous avez pu le voir, à des scores de 10-10, 11-10. Et à la fin, ceux qui ne flanchent pas réussissent à finir les parties et à gagner. Ça veut dire qu'il faut avoir un super mental, outre le coup de main aussi? Oui, il faut déjà maîtriser les techniques de jeu qui nous permettent de nous adapter à tous les terrains. Et c'est surtout psychologiquement. Alors après, c'est pas facile, mais déjà, si on joue bien dans la journée ou dans la partie, on est déjà un peu plus en confiance et on aborde plus sereinement ces mains ou ces mains décisives, quoi. C'est pas toujours évident à gérer, mais je pense qu'avec l'habitude, on a quand même assez prouvé par le passé, avec les résultats qu'on a eus, qu'on était capable de faire face à ce genre de situation. Le public peut apprécier et balayer tous les préjugés. La pétanque n'est pas seulement une activité de plage ou de camping, mais un sport à part entière. Un sport de coordination, d'équilibre, d'adresse, de précision et de maîtrise de soi. La pétanque de masse est indispensable. C'est un petit peu comme le tennis, c'est un petit peu comme le golf. Vous allez en Grande-Bretagne, vous avez un golf tous les 50 km en race campagne. Il ne faut surtout pas dénigrer la pétanque de masse et la pétanque d'amusement. C'est là qu'on trouve nos fondamentaux de toute façon. Après, c'est vrai qu'au niveau compétition, il y a eu une telle évolution. D'ailleurs, vous voyez, on boit de l'eau maintenant. La tolérance est de 0,10 grammes. 0,10 grammes lorsqu'on sait qu'un verre de vin, c'est 0,25. Non, on est devenu fort sérieux. On a quand même présenté notre candidature pour les JO en 2024. Il faut quand même qu'il y ait derrière du foncier, il faut qu'il y ait du travail. La pétanque, ça représente 200 millions de pratiquants dans le monde. Ça se joue sur tous les continents, on est bien d'accord. Tous les âges, les femmes, les enfants, c'est devenu, ça commence à bien se structurer. Avant les phases finales de cette Coupe d'Europe, d'autres échéances attendent le club en octobre prochain, avec l'organisation du championnat d'Europe des moins de 18 ans et celui des plus de 55 ans, dont les Monégasques sont les tenants du titre. Sur la plage du Larvotto, quelques badauds scrutent l'horizon pour tenter d'apercevoir Giovanni Brancato et assister à son exploit. Cet Italien de 61 ans a parcouru à la nage les 55 km qui séparent Alassio de Monaco en faisant une étape à Imperia et une autre le lendemain à Menton. Au total, Giovanni, médecin biologiste et habitué à ce genre de défi, a nagé en tout 30 heures. Sous les regards de son épouse et de sa fille, il peut pousser un cri de joie. Le plus difficile depuis mon départ d'Alassio a été l'arrivée à Monaco à cause du courant. S'il y avait eu 5 ou 6 000 de plus, j'aurais eu certainement beaucoup plus de difficultés. J'ai fait ça parce que c'est difficile et j'aime les défis. J'ai presque 62 ans, alors c'est facile pour un jeune de 23 ans de réaliser cet exploit, mais à bientôt 62 ans, c'est plus difficile et il faut être des hommes un peu à part pour faire ça. Il y a beaucoup de passionnés d'aventure et moi, j'aime bien faire ressortir ce côté aventurier. Réussir une telle traversée ne s'improvise pas. À la fois physique et mentale, cet exploit demande beaucoup de préparation. La préparation est particulière, surtout quand tu n'es plus tout jeune comme moi. L'entraînement doit être régulier. La première chose est de faire des exercices cardiaques. Et la traversée ne s'effectue pas qu'avec les bras. Il faut aussi avoir un mental d'acier. Il faut travailler tous les jours avec amour et footing. Et déjà, Giovanni Brancato pense à son prochain challenge, sans doute une petite excursion vers les côtes espagnoles.
Deux grands artistes français de renommée internationale étaient les invités de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors du concert dans la cour d'honneur du Palais Princier dimanche 31 juillet. Le pianiste Jean-Yves Thibaudet et le chef d'orchestre Emmanuel Krivine. 3 œuvres étaient au programme. Les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, orchestration de Ravel, la symphonie classique de Prokofiev et le concerto pour piano en sol majeur de Ravel avec en soliste Jean-Yves Thibaudet. Ça va à Jean-Yves Thibaudet comme un gant, c'est une merveille avec ça. On l'a joué très souvent ensemble. Et la symphonie classique, les musiciens sont merveilleux là-dedans. Alors que c'est un casse-gueule incroyable, ils sont très très bien. C'est le premier concerto que j'ai joué dans ma vie avec un orchestre quand j'avais 13 ans. J'avais gagné le Royaume de la musique et c'était le prix, c'était de jouer à Paris avec l'orchestre de l'ORTF à l'époque. Et j'ai choisi de jouer le concerto de Ravel. Donc c'était mon premier concerto. Il y a aussi une chose à propos de ce concerto et Ravel en particulier, c'est qu'un de mes professeurs au conservatoire à Paris, c'était Lucette Descaves et qu'elle avait connu Ravel. Donc c'était extraordinaire. Elle m'a parlé de Ravel au présent et j'avais l'impression que la porte allait s'ouvrir et que Ravel allait rentrer. C'était incroyable. Elle me racontait des histoires, ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Donc j'ai l'impression d'avoir un lien vraiment direct avec lui, ce qui est quand même extraordinaire. Ravel a fait 2 voyages aux États-Unis, en 28 et en 29, et c'est en revenant de ces voyages qu'il a écrit ce concerto, ainsi que le concerto pour la main gauche. Il est devenu vraiment amoureux du jazz, du blues, de Gershwin. Ils ont eu une grande conversation, ils sont devenus très amis, ils se sont inspirés vraiment, ils s'admiraient tous les deux tellement. L'un voulait apprendre de l'autre, c'était très joli d'ailleurs. Et il est rentré inspiré par ça et ça lui a donné ce concerto qui a vraiment le premier et le troisième mouvement sont vraiment très inspirés par le jazz au niveau des harmonies et rythmiquement surtout. Il y a vraiment ces rythmes de jazz qui sont un peu cassants comme ça et ça c'est vraiment drôle. Après avoir été directeur musical des orchestres nationaux de Lyon et de Luxembourg, Emmanuel Krivine vient d'être nommé en juin 2016 directeur musical de l'Orchestre national de France, une phalange prestigieuse qui n'avait pas été dirigée par un chef français depuis Jean Martineau en 1973. Vous en rêviez de ce poste, maestro ? Vous savez, je rêve pas de poste, moi je voulais plus de poste. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Ah oui, moi je voulais plus de poste. Vive la liberté et les concerts avec des orchestres partout dans le monde. Oui, et comme on m'a proposé ça et que les musiciens étaient pour, j'avoue que c'est assez agréable comme ça d'avoir une convergence entre les personnes qui veulent bien vous donner quelque chose, un poste. Cette convergence est positive, quoi. Les prémices sont bonnes. Il s'agit que maintenant je sois à la hauteur des prémices. Vous avez plein de projets, j'imagine. Et oui, on a beaucoup des tournées, plein de choses. Mais là, avec l'orchestre, je suis content de retrouver Monte-Carlo parce que j'ai vraiment de l'amour pour eux. Puis c'est une vieille fréquentation déjà du temps du Prince Régnier. Ça fait longtemps que je viens là. Puis le public du Palais Princier. Non, c'est toujours un rendez-vous musical et affectueux. Oui. Affectif et affectueux.